Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler du thème l'agriculture en Afrique. Devons-nous mécaniser notre agriculture au nom de la production ou au nom de la productivité? Donc parlons-en. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo afin que je puisse partager avec vous mon avis sur cette question-là. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise tel que nos mets et nos épices. N'ayez pas honte de partager nos mets et nos épices au restant de votre communauté. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser, de produire les cultures vivrières, les cultures de rente, les cultures forestières non ligneux, ainsi que les épices. Le but de la chaîne est ici de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou soit dans vos prochaines réalisations. Si c'est des thématiques comme ça qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je publie, les business que je publie régulièrement sur la chaîne, afin de vous aider. Donc si je suis sorti de mon anonymat il y a quelques mois de cela, c'est afin de venir partager et de communier avec vous, de venir vous partager mon aventure. Car il y a cela, 7 ans, je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale sur le domaine agricole, avec pour intention, avec pour mission de produire la culture du poivrier, de produire tel que le palmier à huile, produire tel que la petite cola qui est le bitacola, produire le ginseng et puis qui est l'api aussi, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc je vous embarque comme ça en immersion, afin que vous puissiez suivre avec moi, étape par étape, les différents process. J'ai pris aussi le challenge de créer une ferme école où je formerai les gens directement sur le site. Donc c'est ça la mission agripreneur visionnaire, de venir vous dire que c'est possible d'entreprendre en Afrique. Oui, c'est possible. C'est possible de réussir en Afrique. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. De venir vous dire aussi qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous n'avons plus le droit de subir, c'est-à-dire que nos destins. Nous avons le droit de choisir notre destin, que c'est à chacun de nous de choisir son destin, de vivre son rêve, au lieu de subir, c'est-à-dire que son rêve. Nous avons la possibilité aujourd'hui, au travers d'Internet, d'acquérir des connaissances, de se former. Nous avons aujourd'hui la possibilité de sortir de nos zones de confort pour aller apprendre auprès de ceux qui ont l'expertise. Nous avons aussi la possibilité aussi de sortir de la zone de confort pour aller, c'est-à-dire que, entreprendre ailleurs, c'est-à-dire que, sur le plan géographique. Nous sommes libres de circuler, libres, c'est-à-dire de bouger, aller entreprendre là où c'est meilleur. Donc c'est ce que je viens comme ça, c'est-à-dire qu'avec humilité, vous partagez qu'aujourd'hui, il est possible de réussir. Donc, fin de la parenthèse. Je vais me lancer sur le vif du sujet. Donc, j'avais dit aujourd'hui, le thème du c'est « Devons-nous mécaniser, c'est-à-dire qu'à outrance, notre agriculture au nom de la productivité ou au nom de la production ?» Est-ce que si on pose la question, c'est que j'avais déjà commencé à faire une première vidéo sur les raisons du statu quo de l'agriculture, parce que c'est suite aussi à beaucoup de remarques. Lorsqu'on pose la question à monsieur et madame tout le monde, c'est que les raisons du retard de l'agriculture en Afrique, c'est parce que l'agriculture n'est pas mécanisée. C'est parce que nous travaillons encore avec la houe, la daba et la machette. Voilà. Est-ce que c'est la seule raison? Est-ce que vous pensez, de vous à moi, vous pensez que c'est une raison qui tient la route? C'est la seule raison? Je ne dis pas que c'est une des raisons. Est-ce que c'est la seule raison? Marquez-moi aussi sur les commentaires avec vos différentes raisons. Je vais aussi essayer de vous énumérer mes différentes raisons. J'avais déjà commencé sur la vidéo où j'avais fait les raisons du statu quo de l'agriculture, où j'ai commencé à énumérer. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, restez jusqu'au bout de la vidéo, je mettrai la vidéo dessus. Donc, moi, il y a plusieurs raisons. Et moi, la mécanisation, c'est-à-dire que je vais essayer aussi de vous donner ma position. Je parle déjà en tant qu'agriculteur, acteur sur le terrain. Je parle en tant que citoyen. Je parle parce que je suis curieux aussi. J'ai côtoyé, je côtoie, c'est-à-dire que les spécialistes. Je parle des spécialistes au niveau européen. Je suis curieux. Je vois aussi comment les agriculteurs européens peinent, malgré que la mécanisation, comment ils ont du mal aussi à s'en sortir, malgré le fait que on voit la productivité. Mais est-ce qu'ils arrivent à vivre de leur métier? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que je vais essayer, comme ça, en toute humilité, essayer de vous éclairer. Je voudrais dire, l'agriculture, c'est un métier à part entière.
C'est une science. Je vous ai dit que c'est un métier qui dépasse tous les autres corps de métier. C'est un métier qui dépasse la médecine. Ça dépasse tous les corps de métier. Parce qu'en médecine, aujourd'hui, on doit se spécialiser. On a des chirurgiens, on a des cardiologues, on a des, voilà, sur tous les corps, sur tous les parties du corps, nous avons des spécialistes. Alors qu'en agriculture, l'agriculteur doit maîtriser tous les corps de métier. Donc c'est pour ça que je vais vous demander, pour ceux et celles qui sont intéressés par l'agriculture, de ne pas se lancer dans l'agriculture par phénomène de mode. De ne pas aller faire le copier-coller parce qu'on a vu l'Europe, on pense que tout est beau là. Je dis non. On doit copier, on doit prendre ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas bon. C'est ça le thème de ma vidéo aujourd'hui. Hein. On doit se questionner. Est-ce que, voilà, on doit penser, que lorsqu'on va aller faire l'agriculture en Afrique, on doit penser faire l'agriculture comme des Européens? Parce que c'est ça qui nous tue aussi. Parce que dans le cerveau, nous sommes des Africains, mais nous réfléchissons comme des Européens. Vous ne pouvez pas prendre que les problématiques européennes, vous les amener en Afrique. L'Afrique a ses propres réalités. Vous n'avez pas prendre les réalités européennes et les amener en Afrique. Et c'est ça qui nous tue. Et c'est ça qui fait en sorte que plusieurs personnes échouent leur projet agricole. Parce qu'ils amènent le raisonnement européen, ils veulent faire le copier-coller en Afrique. Ça ne marche pas. Donc moi, j'avais énuméré déjà comme ça, pour un départ, voilà, plusieurs points qui freinaient le retard de l'agriculture. J'avais énuméré rapidement le manque de vision de nos dirigeants. Parce qu'en Afrique, il n'y a aucune vision. Nos dirigeants, il n'y a aucun plan, aucune réforme. Les dirigeants ne sont pas là à encourager de produire les produits du terroir. C'est pour ça que vous voyez ma chaîne je suis là à valoriser nos produits du terroir. Parce que l'agriculture, c'est une question de terroir. Les produits poussent selon le terroir. Quand on mange un fruit, on mange le fruit parce que ce fruit-là pousse dans une zone géographique bien précise. Les oligo-éléments de cette zone géographique sont spécifiques par rapport à ce fruit-là. C'est comme ça qu'on devrait faire l'agriculture. Et c'est ça même l'essence de l'agriculture. Et nos dirigeants ne font pas la valorisation des produits du terroir. Deuxième point, ils ne font pas la valorisation de l'agriculture. L'agriculture, c'est un métier laissé pour compte, c'est un métier négligé, c'est un métier, à la limite même, je dirais que c'est pour ceux qui ont raté leur vie. C'est un métier vraiment pour la basse classe, malheureusement. Et c'est là où on voit vraiment le mal que les colons nous ont fait avec les diplômes. Et quand je dis encore que les diplômes, ce n'est pas l'intelligence. Il faudrait qu'on fasse la part des choses. Ils sont badés des diplômes, mais là où on les a foués, là où le colon les a foués, c'est justement là. Ils sont allés se parquer dans l'administration. Donc, il n'y a pas de subvention. L'agriculture n'est pas subventionnée. Comparativement ici en Europe, les agriculteurs sont subventionnés. La reine d'Angleterre qui est là, je vous ai dit qu'elle est la première agricultrice d'Europe. Elle a des hectares et des hectares de terrain. Elle est subventionnée par l'Union européenne. Bon, aujourd'hui, l'Angleterre est en train de sortir de l'Union européenne, mais elle recevait chaque année les subventions de l'Union européenne. Les agriculteurs européens ont des subventions. Et les subventions sont faites par rapport au nombre d'hectares. Vous voyez que lorsque tu te lances, il y a quand même une aide. Il y a la subvention de l'Union européenne, il y a la subvention du pays. Nous qui sommes en France, la France, le gouvernement français subventionne ses agriculteurs. L'Union européenne encore subventionne. C'est ce qui devait se passer normalement en Afrique. Ton pays d'origine devait te subventionner et l'Afrique devait te subventionner. Parce que vous voyez, quand il y a des catastrophes ici, les grêles, les tremblements de terre, les pluies diluviennes, quand ça vient saccager les produits, la sécheresse et tout ça, ils sont indemnisés. Et il n'y a pas de banque. On n'accorde pas de crédit lorsque vous vous lancez dans le domaine agricole. Voilà autant de trucs qui freinent l'agriculture. Pas de crédit. Du moins, lorsque vous allez voir les banques commerciales, elles ne vont pas vous accorder de crédit. Parce qu'en Afrique encore, on considère que l'agriculture, c'est un métier à risque. C'est-à-dire que ce n'est pas sûr. Et quelque part, c'est aussi un peu vrai. Parce qu'ils vont te demander, comme c'est des banques commerciales, lorsque tu vas prendre le crédit, ils vont te demander le mois d'après qui suit que tu commences à rembourser. Tu imagines donc que quand tu te lances dans l'agriculture pérenne, comme beaucoup se lancent dans l'agriculture pérenne, le cacao, le café, les cultures qui produisent après 3 ans, le palmier à huile, moi qui suis dans le poivre, c'est après 3, 4, 7 ans que ça commence à produire.
Tu vois, vous voyez donc, si vous allez prendre un crédit, la culture du poivrier, par exemple, c'est 6 millions. Pour un début, il te faut 6 millions. Si tu vas prendre 6 millions, quand on te dit le mois d'après, il faut commencer à rembourser 6 millions, alors que la culture du poivrier, le poivrier entre en production après 3 ans. Tu vois que tu es mort dans le film, tu ne pourras pas rembourser. C'est ça aussi qui freine le développement de l'agriculture en Afrique. On n'a pas de banques d'investissement. Voilà autant de choses qui freinent l'évolution de l'agriculture, que ce soit l'agriculture ou soit l'élevage. Donc, voilà ce que j'avais énuméré. Et puis, je dis, on n'a pas, il n'y a pas de réforme agraire. On n'est pas là aussi, c'est-à-dire que pour pouvoir promouvoir nos cultures littorales, surtout les cultures vivrières. L'agriculture est beaucoup plus penchée vers les cultures de rente. Je l'ai énuméré sur la vidéo précédente que j'ai tournée. C'est plus le cacao, le café, l'EVA. On fait aussi le palmier à huile. Le palmier à huile, c'est différent parce que le palmier à huile, au moins, on consomme. Mais vous voyez que l'EVA, le cacao, l'EVA, le cacao et le café, nous n'avons pas la même mise dessus. Nous ne consommons pas l'EVA, le cacao. Nous ne les transformons même pas. Donc, c'est des produits d'exportation. Donc, on exporte la matière première brute. Nous n'avons pas la même mise. C'est ça qui freine l'évolution de l'agriculture. Autre point aussi, nous ne valorisons pas nos cultures vivrières. Très peu de personnes se lancent comme ça dans des grandes superficies. Par exemple, 50 hectares d'igname, 50 hectares de manioc, 50 hectares d'arachide, 50 hectares de macabo, de patates, de plantains, de bananes, ainsi de suite, sur nos cultures vivrières. Très peu. C'est ça qui freine l'agriculture. Donc, allons maintenant sur la mécanisation. Donc, ça, c'est ce que j'avais relevé sur les points qui freinent l'agriculture. Maintenant, parlons de la mécanisation. Est-ce que vous pensez réellement que c'est la mécanisation qui viendra, c'est-à-dire que booster la productivité? J'ose un peu croire. Mais l'envers du décor, c'est quoi? Le prix à payer derrière, c'est ça quoi? Moi, j'observe ici, avec l'agriculture occidentale, hein. Est-ce que si vous êtes un peu curieux, pour vous qui êtes ici en Occident, vous voyez comment les agriculteurs occidentaux manifestent ici chaque année, chaque jour. Ils ne s'en sortent pas. Pourtant, ils sont sur des grosses superficies. Et je tiens à vous remarquer que pour qu'un agriculteur européen commence son exploitation, c'est un minimum de 500 000 euros. Tout dépend de la taille de l'exploitation. Ça peut m'aller à 2 millions d'euros. Parce que tu n'iras pas voir un banquier, tu viens lui présenter un compte d'exploitation, tu dis j'ai besoin de 50 000 euros. Il va te rionner, il ne va pas te donner. On pousse ici à la consommation et au surendettement. Et ça profite à qui? Je vous ai dit que ça profite aux constructeurs d'engins. Un tracteur. Un tracteur ici coûte au minimum 150 000 à 200 000 euros. Et aujourd'hui, on vend les chevaux. Un agriculteur va te dire, j'ai mon tracteur de 400 chevaux. Ils sont aujourd'hui en train de vanter plus. Ils sont un peu comme, tu vois, ceux qui roulent avec je vais dire, la mécanique, ceux qui vont avec les voitures sportives. Les agriculteurs aujourd'hui sont un peu comme les passionnés de la mécanique sportive, dont les Ferrari, les grosses BMW, les gros chevaux. L'agriculteur va te dire, c'est combien de chevaux? Ah, j'ai 100 chevaux. Ah non, le mien, c'est 200 chevaux, c'est 300 chevaux. Ils font des concours même du meilleur caterpillar. Ils font des concours de meilleur labour. Donc, on n'est plus dans l'agriculture, on est plutôt dans le business. Tu vois, 200. Et ici, là, quand tu as un tracteur, tu ne te limites pas à un tracteur parce qu'il te faut aussi une moissonneuse, il te faut une batteuse, il te faut un tracteur qui va s'aimer parce qu'il faut aussi les accessoires. Pour s'aimer, pour récolter, il peut se retrouver dans son bac comme ça avec 2 ou 3 tracteurs. Ce n'est pas un minimum de 600 000 euros qui sont couchés là. Et derrière, il n'a pas la même mise. Il n'a pas la même mise sur les semences. Il va falloir aussi aller sur les semences. On a encore des semenciers qui sont là, qui ont pignon sur rue, qui contrôlent les semences. Les agriculteurs n'ont pas les mains sur les semences. Ils doivent chaque année acheter les semences.
Quand il s'agit maintenant de la production, ils produisent, ils n'ont pas la même mise sur les ventes. Les prix sont fixés par les grands groupes agro-industriels. Ils n'ont même pas la même mise sur les cahiers des charges. Les cahiers des charges sont imposés. Et je vous ai fait une vidéo, je vais faire la vidéo, je vous ai intéressé, vous, au sol. On ne leur a pas, voilà, on ne leur a pas enseigné l'étude du sol. Ceux qui ont commencé l'agriculture il y a de cela, voilà, plus de 50 ans, dans les années 40 ou dans les années 50-60, beaucoup sont en train de mourir aujourd'hui de cancer. Beaucoup meurent de cancer parce que, voilà, je vous ai dit, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on leur a vendu l'industrie chimique en disant que c'était ça qui venait, que c'était ça qui allait révolutionner l'agriculture. On devait produire massivement et ils ont commencé à utiliser ces produits-là. On ne leur a pas donné les méfaits, les effets pervers de ces produits. Beaucoup qui ont commencé l'agriculture dans les années 50 sont en train de mourir. Mourir, c'est-à-dire que parce que à cause de ces produits chimiques qu'ils ont inhalés. Et je vous ai dit, l'agriculture industrielle, c'est-à-dire que ce n'est pas la meilleure. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que je dis que nous ne devons pas nous lancer dans l'agriculture, voilà, nous ne devons pas nous lancer dans la mécanisation lourde. La mécanisation lourde ne va pas nous profiter. Pourquoi? Parce que j'ai déjà commencé à énumérer les coûts déjà. Quel est l'agriculteur en Afrique qui pourra investir 100 000 € pour acheter un tracteur? Quand on va te dire d'aller te lancer dans le champ de maïs, tu n'auras pas besoin seulement d'un seul tracteur. Il va te falloir aussi la moissonneuse batteuse. Quel est l'agriculteur en Afrique qui pourra commencer avec 300 000 €? Il prendra le crédit où? Il va acheter où? Et où est-ce que vous allez acheter ces engins? Qui est-ce que vous allez enrichir? Vous avez des chaînes de construction de tracteurs? Vous avez les usines de fabrication de tracteurs? De Caterpillar et de tout ça? Vous les avez? Non, on ne les a pas. Vous voyez qu'on va continuer encore à enrichir les mêmes personnes et nous serons les mêmes encore à venir sur le réseau, commencer à pleurer, commencer à expliquer comment ce sont eux qui s'enrichissent, comment ce sont eux qui viennent prendre la richesse. Parce qu'ils vont fabriquer ces tracteurs-là. Avec quelle matière première? Ils viendront encore récupérer la matière première en Afrique. Vous aurez le temps d'exploiter la matière première quand? Et de construire vos propres tracteurs. On aura le temps de construire nos propres tracteurs quand? Vous voyez que c'est pour ça que je vous dis, ne nous lançons pas dans la mécanisation, la mécanisation lourde. On peut faire aujourd'hui telle que la mécanisation, c'est-à-dire que la semi-mécanisation. Parce qu'on se lance dans la mécanisation lourde aussi. C'est un handicap énorme sur le plan des ressources humaines. Vous voyez aujourd'hui que si on se lance, on fait comme les Occidentaux, nous sommes morts dans le film. Où est-ce que vous allez mettre? Nous sommes aujourd'hui en train de vanter le mérite que l'Afrique a la population telle que la plus jeune. Nous sommes aujourd'hui 1,5 milliard. En 2050, nous sommes 2,5 milliards. Vous allez les mettre où? Quelles sont les entreprises que vous avez créées? Vous voyez que si chacun est sur son tracteur et a une superficie de 400, de 500 hectares, comme ici, ils ont 5 000 hectares seuls, vous allez mettre le restant de la population où? Faites attention, je suis en train de dire, la bombe qui nous attend, c'est la bombe sur le plan démographique. C'est une chance que nous soyons jeunes. Ça risque aussi d'être une malchance. Et quand ça va nous exploser sur le visage, c'est parce qu'on n'aura pas pensé, c'est-à-dire que notre agriculture. Et il faudrait qu'on fasse une réforme agraire claire avec nos produits de terroir. Je vous ai dit ici que ne confondez pas la productivité à l'hectare. L'Occident, ici, ils produisent beaucoup à l'hectare. Mais si on ramène ça, c'est-à-dire à la production au mètre carré, nos mamans qui sont au village, qui cultivent de façon traditionnelle, nos plantations traditionnelles sont plus rentables que les champs agricoles. À l'hectare, ils sont plus productifs parce qu'ils font à l'hectare, parce qu'ils font la monoculture. Mais notre agriculture est plus productive au mètre carré. Ne confondez pas la productivité à l'hectare et la productivité au mètre carré. Je m'explique. Au mètre carré, nous produisons plus que l'agriculture européenne. Parce qu'au mètre carré, la grand-mère qui produit au village sème son maïs. À côté du maïs, elle va s'aimer le haricot qui va grimper sur le maïs. Elle peut s'aimer le macabo à côté ou même la patate. Ça s'appelle l'association de culture.
Vous voyez donc que quand elle viendra faire ses récoltes, elle va récolter en même temps le macabo, elle peut récolter la patate, elle peut récolter son haricot, elle pourra récolter son maïs. Vous voyez qu'au mètre carré, elle est plus productive que celui qui a un hectare de blé ou un hectare de maïs, tout simplement. Donc, il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce piège-là. On ne devrait pas... La meilleure agriculture, c'est l'agriculture en association. Ils sont en train de nous vendre la monoculture parce que ça profite, je vous dis encore que ça profite aux constructeurs, c'est-à-dire voilà, d'engins agricoles. Vous voyez que notre agriculture ne les intéresse pas parce que la maman qui plante et le maïs, et le haricot, et le macabo, et la patate, ils ne pourront pas fabriquer un tracteur qui puisse récolter en même temps le macabo, la patate, le haricot et le maïs. Vous voyez qu'ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'ils nous poussent vers une agriculture intensive en monoculture. Et cette agriculture n'est pas bonne parce que c'est cette agriculture qui apporte des maladies. Parce qu'il suffit qu'un nématode, il suffit qu'un champignon attaque une culture, ça décime toutes les cultures. Mais derrière, ils auront la solution parce qu'ils vont nous vendre rapidement aussi les produits phytosanitaires. On va te dire, on a déjà la solution à ça, pompe les phytosanitaires. Je vous ai aussi expliqué sur notre vidéo que la mécanisation lourde avec les tracteurs compacte le sol. Donc, lorsque le tracteur avait ses roues, vous imaginez 600 chevaux, qu'est-ce que vous avez fait avec 600 chevaux de tracteur? Quand ça vient, c'est barbare. Ça détruit le sol. Il y a les micro-organismes qui sont là. Autre poste de dépense encore, le pétrole. Aujourd'hui, c'est que les Occidentaux cultivent grâce au pétrole. Est-ce qu'en Afrique, nous pouvons tenir le coup? Est-ce qu'en Afrique, nous avons peut-être la ressource de pétrole, mais est-ce que nous avons nos raffineries de pétrole? On s'est encore obligé d'acheter le pétrole ou le gasoil auprès des Occidentaux. Voilà encore notre coût supplémentaire. Lorsque vous êtes dans la monoculture intensive, les produits phytosanitaires, l'engrais, ça y va. Les problèmes de santé, est-ce que nous avons aujourd'hui des hôpitaux de qualité? Est-ce que nous pouvons assurer que la santé de nos agriculteurs? Est-ce que nous pouvons assurer la santé même des consommateurs? Quelle est la qualité des produits qui sont produits ici aujourd'hui en Occident avec l'agriculture intensive? Je vous ai dit plusieurs fois que ici en Occident, nous mangeons de l'eau. Les produits ne sont pas, les produits sont bourrés de nitrates, dont d'azote. C'est de l'eau que nous mangeons. Il n'y a aucune... Et que les sols européens sont morts. Je vous ai dit, je le dis parce que j'ai fait des séminaires, j'ai fait des recherches, je me suis formé là-dessus et j'ai suivi que les spécialistes en la matière. Je vous dis, intéressez-vous à la microbiologie. Très peu d'ingénieurs agronomes se maîtrisent la microbiologie, hein, parce que quand ils sortent, ils sont directement financés par ces grands groupes qui ont pignon sur eux, les MO. On les amène, on les paye des formations et on ne vous parle pas de la microbiologie. Tous les ingénieurs, ils ont tout ça dans leur bouche que tu mets le NPK. Il n'y a pas que le NPK, c'est-à-dire dont les plantes ont besoin. Vous avez, on a plus de 19 oligo-éléments. Le sol, la plante a besoin de plus de 19 oligo-éléments. On ne va pas nous faire croire que la plante a besoin tout simplement d'azote, hein, de la potasse et puis du phosphore. Non. Il y a plus de 19, a besoin du fer, du zinc, du manganèse, du cuivre. Et tout ça, c'est dans le sol. Et c'est la plante elle-même qui doit aller chercher par ses racines en profondeur, c'est-à-dire que tous ces oligo-éléments. Donc, quand vous lancez dans une agriculture comme ça, intensive et chimique, moi je dis, il ne faudrait pas que ça vienne en Afrique parce que ça viendra non seulement que détruire notre sol. Je veux dire que nous avons un sol dont l'activité biologique est intense. Donc les climats tropicaux, hein, c'est chaud et humide, les bactéries sont en activité. Vous voyez que quand on jette même un noyau de mangue, la mangue pousse seule. Tu jettes une graine de maïs, le maïs pousse, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Ici, ils sont dans un climat tempéré, à force de retourner, de labourer le sol avec les engins lourds, ils ont détruit le sol. Le sol n'a pas besoin d'être nu. La technique qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, le labo, où ils labourent leur sol, ils laissent le sol comme ça, c'est-à-dire que propre, parce que pour eux, ils disent que le sol est propre. Le soleil tape sur le sol, ça tue les micro-organismes, ça compacte le sol, ça sèche le sol,
Et c'est comme ça qu'on tue le sol. Alors qu'un bon sol doit toujours être couvert. C'est pour ça qu'on a besoin des arbres. Parce que les arbres apportent l'ombrage, ça apporte un microclimat. Les feuilles qui tombent font le paillage, couvrent le sol. Les feuilles qui tombent nourrissent les micro-organismes. Donc ça crée la vie biologique du sol et ça enrichit le sol. C'est pour ça qu'on a besoin des arbres dans la plantation. Et les racines des arbres vont en profondeur, détruire les roches, enrichir le sol, créer la porosité des sols et permettre lorsqu'il pleut pour que l'eau s'infiltre dans le sol et ça remplit la nappe phréatique. Donc, pour moi, la meilleure agriculture qui soit, c'est une agriculture agro-silvopastorale. C'est une agriculture où dans la même surface, qu'on ait des arbres, des cultures et puis les animaux. C'est cette agriculture qu'il nous faut. Et pour qu'on produise massivement, alors c'est quoi la solution pour produire massivement? C'est qu'il faudrait qu'on revalorise l'agriculture et qu'il faudrait qu'on revienne sur les fondamentaux, qu'on cultive les produits du terroir, les cultures vivrières. Nous ne sommes pas sur nos cultures vivrières. Qu'on mette l'accent sur les cultures vivrières, qu'on valorise nos produits du terroir et qu'on encourage les jeunes à aller vers la terre. Qui quittent sur les bennes, les mototaxis, qu'ils arrêtent d'aller chercher que les numéros d'immatriculation, que voilà, le fonctionnaire, ça ne paye pas. Qu'on quitte dans le paraître, qu'on se retrousse les manches et qu'on aille travailler. C'est l'agriculture qui pourra résorber les poches de chômage. Et qu'on mette une vraie politique agraire. Le but ici, si l'Afrique veut atteindre son autonomie, que chacun puisse avoir ne serait-ce que 5 hectares de terre et produire des cultures vivrières là-dedans, on atteint notre autonomie sur le plan alimentaire. Ce n'est pas la mécanisation. Parce qu'il faut la main-d'œuvre. Et s'il faille la mécanisation, qu'on soit sur la petite mécanisation, les motoculteurs qui ne compactent pas le sol, on peut utiliser. On peut encore faire aujourd'hui les labours avec les charrues. Nous avons nos vaches qui sont là. Nous avons les vaches qui sont là. On fait l'attelage avec la charrue. Ça n'agresse pas le sol et on laboure proprement. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer, la couche de terre qui permet que les plantes produisent, c'est 10 cm. Hein. L'humus, c'est 10 cm. Donc, vous voyez, si on vient abattre tous les arbres, donc on crée un désert. Il suffit juste d'une pluie, dès qu'il pleut, ça crée l'érosion, ça balaie tout l'humus. C'est le sable qui va rester. Voilà comment on crée le désert. Voilà comment on devient dépendant maintenant des produits phytosanitaires, donc des engrais, des herbicides et ainsi de suite. Et qui est-ce que ça enrichit derrière? C'est toujours les mêmes. Si vous allez labourer avec les tracteurs, vous allez labourer en profondeur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retourner la terre. Je vous ai dit, les micro-organismes qui sont anaérobiques, qui n'ont pas besoin de lumière ni d'oxygène, vous allez les ramener en surface, vous allez les tuer. Ceux qui sont aérobiques, qui ont besoin d'oxygène et qui n'ont pas besoin de lumière, vous allez les ramener sur terre, vous allez les détruire. Et je dis que ceux qui font le travail, c'est les micro-organismes, ce n'est pas l'agriculteur qui fait le travail. Ce sont les bactéries qui font le travail au sol. Les vrais laboureurs sont les vers de terre, les chenilles, toute cette microfaune-là. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous sur cette vidéo. J'ai dit que sur une seule vidéo, on ne pourra pas faire. Je vais continuer comme ça à faire des vidéos, à partager. Celui ou celle qui est intéressé par l'agriculture doit s'intéresser d'abord au sol, à la microbiologie du sol, à la microfaune. Et de vous dire que à chaque fois où l'être humain est venu faire une intervention sur le plan de la nature, l'être humain est tout simplement venu détruire. Prenez l'exemple sur les forêts, allez vous balader dans les forêts, regardez comment la forêt se comporte. Il n'y a personne qui vient faire une intervention, il n'y a personne qui vient verser le nitrate ou l'azote pour que l'arbre grandisse, il n'y a personne qui vient labourer le sol. Donc, la nature sait se démerder toute seule. Donc, c'est ce que j'avais à partager. Dès que je suis cette vidéo d'aujourd'hui, je ferai comme ça d'autres vidéos. Donc, si vous avez aimé la vidéo, comme je dis d'habitude, vous mettez un like, laissez un commentaire, je me ferai le plaisir de le lire. Abonnez-vous, vous n'êtes pas encore abonné. Partagez massivement la vidéo autour de vous, en fait, que nous serons comme ça plus être informés de ces idées de business. Et puis, comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance, c'est la richesse. Une fois que vous avez l'information, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.